Salut à tous la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je ne vous déçois pas, je ne sais pas encore si la vidéo de la semaine dernière a fonctionné, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas, mais aujourd'hui on se retrouve pour 3 threads d'horreur. Et oui, je ne vous oublie pas, je sais que c'est ce que vous appréciez le plus, donc je vous fais 3 threads d'horreur vraiment différents et vraiment cool je pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Makou, sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des enquêtes non résolues, des true crime, mais aussi des histoires étranges, etc. comme vous pouvez le voir sur la semaine dernière. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment la vidéo, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines. Moi en plus ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit. Et sur ce, on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Venez avec moi, posez-vous tranquillement, écoutez le doux son de ma voix et on est parti, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de William et il nous explique qu'il a 18 ans au moment des faits et qu'il habite au Canada. Et que cette histoire s'est déroulée il y a environ une dizaine de jours, donc c'est assez récent. Il explique qu'il travaille dans une grande ville et qu'il habite à environ 1 heure de cette grande ville. Donc en gros, par jour, il a à peu près 2 heures de route. Et sur le chemin du retour, quand il rentre, c'est le noir complet parce qu'il rentre de nuit. Bref, c'est un jour où il rentre du travail, il fait nuit noire et à mi-chemin entre son travail et chez lui, il se retrouve donc derrière une Hyundai Elantra blanche. Voilà, il nous donne le détail, donc je vous le donne. Qui roulait lentement. Pour nous mettre dans le contexte, il explique que c'est une route qui est limitée à 90 km/h, mais que les gens, la plupart du temps, roulent entre 110 et 120 km/h, voire plus, et que là, cette voiture roulait environ 70 km/h. Bref, William, il se dit que c'est pas grave, qu'il va attendre une ligne droite pour pouvoir enfin le dépasser. Quelques secondes après cette réflexion où il se dit qu'il va le dépasser, le mec fait ce qu'on appelle des brake checks, c'est-à-dire qu'en gros, il appuie légèrement sur le frein pour que ses phares arrière s'allument, mais que sa voiture ne freine pas, un peu comme s'il faisait des appels de phare de l'arrière. William nous explique qu'il a tout de suite eu un mauvais pressentiment et qu'en plus, en analysant un peu plus la voiture qui était devant lui, il a remarqué qu'elle n'avait pas de plaque d'immatriculation, qui pour un véhicule lambda est quand même assez bizarre en effet. Tout en remarquant ça, il continue à faire donc des appels de frein et William a commencé à se demander s'il essayait pas de lui signaler quelque chose. Et finalement, en regardant, il se rend compte qu'il est encore en plein phare. Donc là, William est rassuré, il se dit bon bah c'est sûrement ce qu'il veut lui faire montrer, donc il baisse la tête pour éteindre les pleins phares. Sauf qu'au moment où il relève la tête, la voiture n'est plus qu'à 1 mètre de lui. En fait, elle a pilé devant lui, il l'a pas vu, il n'a pas le temps de freiner. Il lui rentre dedans à environ au moins 60 km/h, choc très violent. Les airbags évidemment se sont déclenchés et il n'a pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer que l'homme descend lui de sa voiture de dos. Il explique que l'homme est d'une taille assez moyenne et plutôt corpulent et que comme l'un de ses feux à William fonctionnait encore, il peut très bien voir le visage de l'homme qui reste devant comme ça, en train de fixer William avec un regard et un sourire quasi démoniaque. Et ce qui inquiète encore plus William, c'est qu'il a un marteau à la main. William verrouille alors ses portières parce qu'il est totalement terrifié, pendant que lui continue à le fixer avec son sourire horrible. Le mec finit par lever son marteau, éclater le dernier phare qui fonctionne de William, et il va même à l'arrière casser ses phares restants. Et finalement, il repasse devant sa voiture en le regardant d'un air mais vraiment terrifiant. Vu comment il le décrit, même moi ça me glace le sang. Et il remonte dans sa voiture et s'en va. Le temps que William comprenne ce qui vient de se passer, en fait, il finit par analyser la situation et il se rend compte qu'en fait, le mec l'a fait exprès en le rendant invisible sur une route où les gens roulent vite pour qu'il ait effectivement un deuxième accident. William, quand il comprend ça, il sort immédiatement de sa voiture et il explique qu'il est à plusieurs heures de marche de n'importe quel village et même de chez lui parce que en voiture ça va très vite, mais à pied, c'est très lent. Donc il finit par appeler donc la police, une ambulance et une dépanneuse. Il leur explique tout quand ils arrivent. Le bilan, donc, il s'est cassé le nez et sa voiture va à la casse directement. Il explique que c'était une voiture à laquelle il tenait énormément puisque c'était une Ford Mustang de 2001. Aïe aïe aïe, j'adore les Ford Mustang en plus. Bref, et par la suite, il n'a pas eu de nouvelles de cet individu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il nous raconte ce Reddit. La voiture était bien sûr volée et l'homme en question était déjà recherché pour 2 autres affaires similaires où il a employé les mêmes méthodes. Donc il a freiné, fait foncer la personne dans sa voiture devant et il a cassé ses feux pour qu'ils paraissent invisibles et qu'ils se prennent un autre accident. Bref, il explique que l'homme est toujours recherché aujourd'hui et que pour se dépanner, son employeur lui a prêté un véhicule de fonction qui est un très gros 4x4 très haut. Donc il explique que si ça lui réarrive, il passera carrément au-dessus de la voiture, donc c'est peut-être pas une bonne idée de lui refaire. Mais William nous explique quand même que encore aujourd'hui, il est très stressé de prendre cette route et que rouler la nuit, le soir, etc., ça l'angoisse encore un peu. Bref, William, courage à toi et je suis content qu'il ne te soit rien arrivé. Désolé pour ta voiture. Et en tout cas, tu as un patron très gentil parce que je sais pas si en France il prêterait une voiture de fonction comme ça. Hein. Franchement.
franchement, respect. Je sais pas si c'est le Canada, ou peut-être que je me trompe, peut-être qu'en France on le fait beaucoup aussi, peut-être que je suis médisant sur la France, vous me direz. Sur ce, on passe à l'histoire 2, sur cette transition incroyable. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Noémie. Elle nous explique qu'elle s'est passée alors qu'elle était encore enfant. Ses parents, à ce moment-là, divorçaient et son père avait toujours été violent. Et comme il cherchait pas d'appartement par lui-même et qu'il se montrait très exigeant, eh ben, il vivait encore chez elle pendant la procédure de divorce. Un soir, Noémie nous explique qu'elle a eu la peur de sa vie. Sa mère les avait mis au lit tôt, ses sœurs et elle explique, Noémie, qu'elle avait toujours du mal à dormir car elle entendait souvent son père hurler des insultes envers sa mère pendant des heures et des heures. En fait, il comprenait pas pourquoi elle voulait le quitter et c'était pourtant évident, juste pour la raison que je viens de dire juste avant. Sauf qu'en fait, apparemment, il était pervers narcissique et que du coup, les pervers narcissiques ne reconnaissent généralement pas leurs erreurs. Ils se croient parfaits. Ce soir-là, elle explique qu'il devait presque être minuit et qu'elle commençait tout juste à somnoler quand un nouveau hurlement réveilla elle et ses sœurs. Sauf qu'en fait, cette fois, c'était leur mère. Ses sœurs et elles se sont finalement levées en courant et elles ont trouvé leur mère dans les escaliers en pleurs. Son père l'avait giflé tellement fort que son crâne avait heurté le mur. Et elle hurlait de ne pas la toucher. Noémie et ses sœurs se sont finalement jetées vers leur mère pour la protéger. Elle explique qu'elle avait 9 ans à l'époque, mais qu'elle comprenait très bien ce qui se passait. Et qu'après tout, elle avait toujours eu peur de leur père. Que lui leur avait toujours fait du mal. Et que malgré la peur, elles se sont quand même mises devant parce qu'elles ne voulaient pas laisser leur père faire du mal à leur mère. Ce qui est déjà horrible. Bref, les filles emmènent leur mère dans sa chambre pendant que l'aînée, elle, essaie de bloquer leur père pour pas qu'il ne monte les escaliers. Et lui n'arrêtait pas de crier qu'elle était hystérique, qu'elle était folle, etc. Il reconnaissait vraiment pas que c'était lui le problème. Leur mère avait du mal à se calmer, mais elle leur a dit de s'habiller en vitesse. Et quand leur père les a vus descendre, habillés pour sortir, il a recommencé à insulter leur mère en lui demandant où elle les emmenait. Bon, en gros, leur mère, de peur d'être frappée à nouveau, elle leur a dit qu'elle les emmenait juste au McDo pour leur changer les idées. Elle a pris son manteau et elle a fait monter toutes les filles dans la voiture avant de démarrer le plus vite possible. Vous vous doutez, mais elle n'a pas pris du tout la direction du fast-food. Elle a fait le tour de la ville pour se garer finalement sur un parking que Noémie ne connaissait même pas et elles ont finalement continué à pied pour finalement les diriger vers le commissariat. Pour leur mère, c'était trop. En fait, elle avait vu de la haine dans les yeux de leur père et elle avait senti qu'il pouvait carrément la battre à mort si jamais les filles n'étaient pas arrivées. Bref, juste au moment où elles arrivent devant le commissariat de police, elles ont vu leur père. Il sortait d'un parc qui était juste à côté et en fait, il les recherchait parce qu'il se doutait que elles avaient inventé une excuse et du coup, il cherchait dans les alentours du commissariat. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où elles l'ont vu, il les a vus aussi. Elles se sont donc précipitées dans le commissariat et au moment où une policière les a vues se précipiter, elle les a donc prises avec elle et les a emmenées dans un bureau. Au moment où la policière allait fermer la porte du bureau, elles ont entendu leur père hurler encore des insultes, demandant où sa femme était et ses filles, et en traitant leur mère de tous les noms, disant qu'elle avait rien contre lui, qu'elle avait pas le droit, etc. de faire ce genre de choses. Il a hurlé apparemment comme ça pendant environ 1 heure entière. Noémie, elle, était en pleurs dans les bras de sa mère, sa sœur aînée tremblait de peur, et il y a juste son autre sœur qui a pu parler et tout raconter. Après un moment, son père a fini par partir et le commissariat est devenu soudainement silencieux. Et à ce moment-là, une autre policière a passé sa tête par la porte pour demander s'il avait bu. Mais Noémie a expliqué que non, il était juste comme ça tout le temps. Les policiers donc ont expliqué à Noémie, à ses sœurs et à sa mère qu'ils avaient expliqué à leur père qu'il devait prendre ses affaires et partir. Les policiers les ont donc fait rester quelques temps dans les locaux le temps qu'ils étaient sûrs qu'ils soient bien partis, tout en prenant la déposition de leur mère. Bref, leur mère voulait quand même les emmener au fast-food en partant du commissariat pour leur changer les idées. Sauf que sa sœur, sa plus grande sœur, avait oublié son téléphone en partant à la précipitation et elle voulait absolument le récupérer. Bref, elles sont donc parties du commissariat et les policiers leur ont simplement dit de les appeler en urgence si jamais ils revenaient ou si jamais il y avait le moindre problème. Puis elles ont finalement pris la direction de chez elles. Quand elles sont arrivées, la maison était silencieuse, tout était éteint, la voiture de leur père n'était pas là. Bref, elles étaient soulagées. La mère Noémie a demandé donc à sa sœur de se dépêcher, elle lui a donné les clés et de vite aller chercher son téléphone. Sauf que au moment où sa sœur est arrivée à la maison, a ouvert la porte, elles ont entendu un cri de terreur. La mère Noémie, totalement paniquée, a ouvert la portière de la voiture pour descendre et elle a vu à ce moment-là son père arriver en furie vers elle. Elle n'a pas eu le temps de remonter dans la voiture et de passer une jambe qu'il a claqué la porte sur sa jambe. Donc elle a dû enlever sa jambe et ressortir
et le réflexe qu'elle a eu, c'est de verrouiller les portes de la voiture pour ne pas qu'il puisse entrer. Là, il a commencé à hurler et à insulter leur mère de nouveau. Il tirait sur les poignets, il a frappé sur les vitres, etc. Bref, il essayait d'ouvrir la porte. Noémie nous explique que ça a duré au moins une bonne dizaine de minutes avant qu'on entende des sirènes qui interrompent totalement leur père. À ce moment-là, 2 voitures et un fourgon arrivent et leur père a quand même mis en porte-à-faux leur mère en disant que elle n'avait pas le droit de faire ça, qu'elle avait osé appeler les flics alors qu'il était juste devant elle depuis le début, etc. Bref, les flics, eux, ont limite sauté de leur voiture matraque à la main et l'un d'eux a plaqué leur père contre la voiture et lui a mis les menottes. Il lui a demandé pourquoi il était encore là en lui rappelant qu'il lui avait bien et bien demandé de partir et là, son père a plus tout fait le fier puisqu'il a simplement répondu « Oui, mais je trouvais pas mes caleçons en fait. » Ridicule, c'est bon? Les policiers sont finalement restés le temps qu'ils préparent une valise et le temps qu'ils soient bel et bien partis. Et ils ont finalement assuré qu'ils feraient des rondes toute la nuit autour de la maison et leur mère les a remerciés vivement. Finalement, leur mère veut quand même les emmener au fast-food. Ils quittent le quartier et au moment où ils quittent le quartier et qu'ils passent dans une rue voisine, ils voient la voiture de leur père qui était simplement dans la rue juste à côté et qui les attendait. Au moment où elle passe à côté, il a commencé à les suivre. Là, c'est l'angoisse. Tout le monde se met à pleurer. Elles ont l'impression que l'horreur ne se terminera jamais. Il casse-couille le père un peu. Hein. Le seul truc, c'est que ce qu'il n'avait pas prévu, le père, c'est qu'en fait le fourgon de police avait suivi la mère et les filles. Et du coup, il pourrait pas leur faire grand chose puisque la police les suivait pour les protéger. Lorsque elles sont arrivées au restaurant, leur père a finalement continué tout droit parce qu'il avait remarqué le fourgon et du coup il pouvait rien faire. Et il a finalement quitté la ville. Pendant qu'elle commandait, le fourgon a fait au moins 3-4 tours du McDo, ce qui a créé évidemment l'interrogation de tous les clients à se demander pourquoi ils étaient arrivés avec un fourgon de police et pourquoi le fourgon de police faisait 3-4 tours du McDo. Une fois qu'elles sont rentrées, elles avaient peur qu'il attende encore dans la maison, mais comme promis, la police a fait des tours de la maison et leur père était véritablement parti. Évidemment, elles n'ont quand même pas fermé l'œil de toute la nuit et elles ont eu même toutes ensemble du mal à dormir pendant plusieurs semaines. Et encore aujourd'hui, Noémie nous explique qu'elle est insomniaque et qu'elle n'arrive pas à dormir sans des somnifères alors qu'elle a aujourd'hui 28 ans. Bon courage à toi Noémie, j'espère que ton père n'a jamais refait du mal à ta mère. C'est un truc de fou ça, les pervers narcissiques. Enfin, je suis pas trop renseigné sur le sujet, mais les mecs en gros ils remettent toujours la faute, de ce que je comprends, sur les autres, c'est jamais de la leur. Et en plus ils arrivent à te faire croire que c'est toujours de ta faute, etc. Ils arrivent à te rabaisser un peu comme une merde quoi. Pas facile cette histoire, hein. Donc bon courage à toi Noémie si tu passes par là. Et on passe maintenant à l'histoire numéro 3. La dernière histoire, c'est l'histoire de Gabriel et elle se déroule un jeudi en fin d'après-midi. C'est très précis. À cette époque, il explique qu'il est en 4e dans un collège privé catholique qui se trouve pas très loin de chez lui et lui, il habite dans une résidence privée avec plusieurs maisons. Sauf que la dernière heure, ils sont en études. Et en études, il explique que c'est un peu le bordel, tout le monde parle et les surveillants avertissent plusieurs fois que s'ils continuent de parler, ils vont les garder jusqu'à 17h au lieu de les libérer à 16h20 comme d'habitude. Et à cause d'un groupe d'élèves qui est un peu turbulent, il décide donc de les garder jusqu'à 17h. Il précise aussi à noter que, contrairement à lui, pratiquement tous les élèves de son école, eux, rentrent en bus, sauf que lui, il doit emprunter le chemin de sa ville ou alors une pente qui mène jusqu'aux résidences et où jamais personne ne passe. Et ce soir-là, comme souvent, il emprunte la pente parce que c'est le plus rapide. Il met de la musique dans ses oreilles, il marche, bref, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il a failli avoir une crise cardiaque quand il a senti une main attraper la sienne. Quand il tourne la tête, il voit une petite fille d'environ 8-9 ans avec un cartable sur son dos. Elle a l'air normale en soi, on dirait juste une petite fille comme il le dit lui-même qui rentre de l'école. Sauf que elle garde très fort sa main, elle la serre très fort et elle continue à marcher comme si de rien n'était sans dire un mot. Je laisse imaginer le niveau de perplexitude de la part de Gabriel à ce moment-là parce qu'en plus il la connaît pas et elle continue à marcher comme si de rien n'était. Bref, elle serre vraiment la main de Gabriel très très fort et en plus Gabriel nous explique qu'elle a l'air vraiment super tendue. Et Gabriel petit à petit commence à avoir un mauvais feeling. Donc même si ça semble un peu bizarre, Gabriel il se dit peut-être qu'elle me confond avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle connaît, ce qui est possible. Hein. Et alors qu'il s'apprête à lui demander au final ce qu'elle veut et pourquoi elle est là, il entend des pas juste derrière eux et une voix masculine qui les interpelle. Instinctivement, il se retourne et il voit un homme qui se présente de manière plutôt polie. Il se présente comme étant le père de la fille et qu'il est désolé du dérangement qu'elle a pu engendrer. Donc Gabriel nous explique qu'il est un peu choqué de la situation, il répond pas, il reste bloqué et il se rend vite compte d'un détail troublant, c'est qu'ils se ressemblent pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout en fait, c'est même pas un détail près ou quoi. C'est juste que la petite fille, elle est noire, elle a des cheveux noirs, etc. Et lui est assez vieux, blanc et avec des cheveux très clairs, etc. Bref, il se dit que c'est vraiment bizarre parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Ce qui est totalement possible, hein, vous savez, c'est juste une question de génétique. Hein.
2 personnes de couleur noire peuvent avoir un enfant de couleur blanche et 2 personnes de couleur blanche peuvent avoir un enfant de couleur noire. C'est très rare, mais ça arrive selon notre patrimoine génétique, etc. Bref, donc du coup, Gabriel, il se dit, bon, bah, il y a sûrement une raison, il essaie de trouver une raison dans sa tête que peut-être quelque chose qu'il connaît pas, il y a peut-être une raison pour laquelle il se ressemble pas du tout, et il explique qu'après tout, c'est pas ses affaires, si c'est son père quoi. Sauf qu'il se tourne vers la petite, et elle a l'air tétanisée. Donc il sait pas trop pourquoi, et elle est même pas lui demander, mais par réflexe, il répond au mec que c'est sa petite sœur, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il a instantanément regretté, parce qu'il explique qu'en fait, si c'est vraiment son père, il passe totalement pour un con, et en plus pour un mec bizarre, et si c'est pas le cas, et qu'il réagit mal, etc., en fait, il est pas sûr de pouvoir assurer sa sécurité à lui, mais il est pas sûr non plus de pouvoir assurer la sécurité de la petite fille. Par réflexe, Gabriel garde la main de la petite et se retourne et commence à partir. Sauf que le mec court, se met devant eux et leur bloque la route avec un sourire toujours très dérangeant et il lui explique qu'en fait non, c'est un oncle très éloigné, c'est pour ça qu'il le connaît pas. Je dis bien il parce qu'en fait du coup il a gobé le truc, il lui a dit c'est ma petite sœur, etc. Et du coup lui justifie en disant oui mais je suis un oncle éloigné, c'est pour ça que vous me connaissez pas, mais la petite elle me considère comme son père. Très bizarre, on est d'accord. Bref, il était très insistant et un détail qui a encore plus mis mal à l'aise Gabriel, c'est qu'en fait il essayait de temps en temps à la volée d'attraper l'autre main de la petite fille et de l'attraper vraiment, de la saisir vraiment violemment face à elle. Il sentait vraiment un truc bizarre. Sachant que la petite n'avait toujours pas lâché un mot depuis le début. Donc Gabriel enchaîne et lui demande mais est-ce que tu connais ce monsieur? Et là, à ce moment-là, la petite fait un signe de tête de gauche à droite pour dire non. Là, Gabriel, il est honnête avec nous, il a failli se chier dessus, et c'est véridique, c'est premier deuil, parce qu'il comprend qu'il est hyper dans la merde et il comprend qu'il y a vraiment embrouille, parce qu'elle le connaît pas en fait. Par réflexe, Gabriel prend la petite et se met à courir vers sa résidence. Il court avec la petite jusqu'au portail de sa résidence. Et il écoute un peu derrière lui en courant, mais il n'entend pas de bruit de pas qui pourrait prouver qu'il est en train de les suivre, donc il pense qu'il n'est pas suivi. Il arrive devant le portail de sa résidence, et là, au moment où il se retourne, il voit que le mec est bel et bien en train de les poursuivre, seulement il est parti avec un peu de temps de retard. Là, Gabriel panique totalement, et il explique qu'il a eu la plus grosse peur de sa vie lorsqu'il a tapé une première fois son code et qu'il l'a raté, et que du coup, il a dû le retaper pour rouvrir la porte. À ce moment-là, le mec était à seulement 1 mètre d'eux. Il aurait juste eu à tendre le bras pour les attraper et il ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Bref, Gabriel arrive à ouvrir le portail, il le ferme juste devant lui. Le mec est coincé derrière le portail et il a toujours ce regard et ce sourire terrifiant. Gabriel court, mais pas jusqu'à chez lui, il court vers un autre bâtiment où il sait que le voisin du 2e étage est policier et il se dit que forcément il sera plus apte à gérer cette situation. La seule chose c'est qu'il se dit que s'il est pas là, ils sont coincés dans ce bâtiment. Il n'y a pas d'échappatoire. Et si l'autre rentre, ils sont coincés. Heureusement, le voisin était là, il lui a expliqué la situation et il a appelé ses collègues. Pendant ce temps, eux essayaient d'attendre, voir si le mec arrivait, mais finalement il n'est jamais venu. Au final, apparemment, cette personne elle était connue des services de police pour pédophilie et elle est maintenant même derrière les barreaux. Gabriel, tu viens de sauver une gamine. GG. Concernant apparemment la petite, elle est muette, c'est ce qui explique pourquoi elle n'a pas parlé du tout. Et maintenant, lorsqu'il emprunte les chemins, etc., il emprunte toujours le chemin de sa ville, qui est beaucoup plus fréquenté, plutôt que les pentes, parce que même si c'est moins rapide, il est beaucoup moins inquiet et beaucoup moins stressé, parce que cette histoire l'a quand même traumatisé. Mais Gabriel, tu as géré de fou. Tu as sauvé une gamine d'un pédophile. Bref, voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu, j'espère que la fluidité, etc. vous a plu, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Moi, ça m'aide énormément. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. pour partager ce contenu de qualité. Évidemment, je me suis... Pardon, c'était... Waouh. Il n'y a rien qui va là. Il y a quand même des gens jeunes qui regardent tes vidéos. Après, on va me dire, il y a des jeunes, il faut pas dire des insultes, il faut pas faire des trucs comme ça, machin. Vous n'avez pas compris, ok? N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'en ce moment, je suis encore, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis encore à Madagascar. Donc, venez voir mes stories, venez voir mes publications, etc. Je vous montre plein de trucs et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas, mes réseaux sont dans la description. Bisous la famille.